NBA Haters, alors on se retrouve pour un nouvel épisode, content comme d'habitude d'être avec vous. Le petit rappel en début, alors on like, on subscribe, merci pour vos commentaires, vos interactions. On est sur les réseaux sociaux du Instagram, Facebook, il y a l'adresse email aussi qui s'affiche comme d'habitude sur votre écran. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. Même merci à ceux qui regardent l'épisode et qui écoutent les podcasts. Alors aujourd'hui, je suis avec mes deux compères là, Marine aka Miami Vice in the building. Ça va ou quoi, Marine? Ça va tranquille et toi? Ça va tranquille. Et Zaf, on produit aussi. Zaf, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va. Ah, regarde, le gars, il est. C'est la première fois depuis le début de la saison qu'on l'entend. Non, mais je pense que c'est le premier épisode qu'on voit Zaf en 2021. Non, j'exagère là, mais voilà. Là, pour ceux pour la petite blague, c'est on enregistre au lendemain de la performance de Jason Tatum qui a drop 60 points sur les Spurs. Une super belle victoire d'ailleurs de Boston, donc bravo pour ça. Aujourd'hui, ce dont on va parler, justement, c'est les récompenses pour la saison. La saison touche à sa fin. Je pense qu'il reste un peu moins d'une dizaine de matchs pour chaque équipe. Donc, l'idée, c'est de passer justement au travers des titres majeurs, des récompenses majeures pour cette saison. On va commencer tout de suite avec le point chaud, le MVP. Marine, vas-y, dis-moi un petit peu pour cette saison-là. On avait fait un point un petit peu plus tôt dans la saison, mais là, on arrive à la fin. Donc, qui pour toi est le MVP de la saison-là? Pour moi, j'attends vraiment la fin de la saison pour voir qui va être déterminant dans la course au playoff. Genre pour les équipes qui ne sont pas sûres d'être en playoff. Mais pour moi, il y a 3 candidats qui se distinguent. C'est Stephen Curry, Nikola Jokic et Joel Embiid. Stephen Curry. Wow, OK. Ça, ce sont tes trois sélections. Puis si aujourd'hui, tu dois cast un vote, parce que je sais que tu attends un peu, mais on a quand même une petite idée par rapport aux standings. Là, tu aurais dû mettre un vote, tu l'aurais mis à qui, toi? Jokic. Jokic, Nikola Jokic de Denver. Zaf, vas-y, parle-moi un petit peu de ça. Est-ce que toi, tu avais du coup les mêmes candidats sélectionnés et où est-ce que ton vote il allait au final? Ouais, j'avais les mêmes candidats. J'avais aussi Steph Curry, qui fait une saison magnifique, qui fait une saison qu'aucun joueur n'a fait en NBA, je pense, jusqu'à maintenant. C'est clair. Et puis Jokic, qui a des stats monstrueuses aussi cette année. Et la même mention spéciale à Embiid, qui a fait un bon début de saison, mais je ne le mettrais pas au même niveau que les deux autres, du fait qu'il ait raté déjà quand même pas mal de matchs. Mm-hmm. Et que je dirais que l'équipe des Sixers est un peu plus robuste que l'équipe des Golden State Warriors ou l'équipe des Nuggets. Ouais. Donc ouais, mais moi, je pencherais plus vers Curry s'ils font les playoffs. S'ils arrivent en playoffs, ouais. Ouais, Okay. Je ne sais pas cette année à quel niveau ils vont arrêter les votes. Ouais. Tu vois. Mais pour moi, déjà, le vote du MVP ne devrait pas se faire à la fin de la saison régulière, mais se faire un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais, tant qu'à faire. Ouais, OK. je pense. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous sur les critères. C'est-à-dire que franchement, pour moi, les stats, d'accord, oui, il faut en parler et tout. Mais pour moi, MVP, encore une fois, c'est l'impact sur l'équipe, tu vois. Et qu'est-ce que ton équipe serait sans toi, tu vois? Bien entendu, il faut avoir joué un certain nombre de matchs. C'est pour ça que, mais tu vois, un gars comme LeBron, par exemple, cette année, qui techniquement est un des meilleurs joueurs de la ligue, n'est pas dans les top 5 ou quoi que ce soit. Mais moi, je veux revenir pour moi, mon MVP, justement, c'est que cette année, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est Chris Paul, en fait. Parce que moi, quand je vois au moment où on enregistre les Phoenix Suns qui sont premiers de la conférence Ouest, c'est une équipe qui, l'année dernière, n'était nulle part. Alors oui, d'accord, ils ont fini bien la saison à la bubble avec 8-0 l'année dernière. Mais les Phoenix Suns, ils sont pas en playoff depuis quoi? Je pense que ça fait au moins 10 ans, là. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont pas en playoff. Cette équipe, c'était quasiment la même équipe l'année dernière et ils n'ont pas fait les playoffs l'année dernière. Et là, ils sont premiers à l'Ouest. Alors, d'accord, il y a du contexte, certes, mais pour moi, Chris Paul, même si on y va aussi avec ce qu'il a réussi à faire l'année dernière avec Oklahoma City, personne ne les voyait nulle part. Puis lui, juste avec son leadership et tout ça, il a réussi à être premier. Pour moi, c'est ça ici. D'accord, il n'a pas des stats monstrueuses, mais si on prend un joueur qui n'était pas dans une équipe l'année dernière, là, tu le mets dans l'équipe et tu vois que Phoenix, là, je ne sais pas si vous avez vu le match d'ailleurs, juste hier soir, c'était l'affrontement entre les Jazz et les Phoenix Suns. D'accord, il n'a pas les stats de fou, mais pour moi, il met l'équipe, il porte l'équipe carrément et pour moi, ça devrait être le MVP. Tout comme Steve Nash avait gagné à l'époque pour les Suns
parce que justement l'équipe avait un bon record puis qu'il était un bon joueur, tout comme Barkley back in the days qui avait gagné un MVP parce que les Suns avaient aussi fini d'être premier. Donc voilà, pour moi ce serait ça. Sinon bien sûr, ben, pareil, Curry pour l'impact aussi, même chose pour les mêmes critères en fait que Chris Paul. C'est l'impact, c'est ce qu'il fait chaque soir. Si Golden State, s'il n'est pas là, Golden State ils sont, je sais même pas, mais ouais, ils prennent l'eau. Et en troisième, effectivement, moi, je mettrais Nikola Jokic, même si je pense que c'est lui qui est le favori au final, mais moi, je le mettrais quand même troisième, quoi. Donc, voilà. En tout cas, c'est cool. Je ne sais pas si vous voulez faire une petite remarque en particulier ou sinon, on va passer à un autre. Vas-y, Zaf. Ouais, juste deux, trois petites sur ce que tu disais. Par exemple, Chris Paul, là, c'est vrai qu'il a amené une force aux Suns qui était faible les 2 dernières années, on va dire. Mais grave, même si l'année dernière, ils ont montré des choses pendant la bubble, tu vois, mais voilà. Et après, tu as toujours quand même les Giannis, Doncic qui sont là avec les stats et tout. Mais comme cette année, leurs équipes sont pas extraordinaires, on va dire. C'est clair. Ils sont moins cités, mais c'est difficile de juger juste sur les stats ou de juger juste sur les performances de l'équipe parce que regarde, comment il s'appelle, Chris Paul. Si tu juges que sur les stats, il n'est pas MVP. Mais non, il est clairement pas MVP, c'est clair. Ouais. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est Chris Paul finalement l'impact? Tu vois? Ils ont juste mis Devin Booker, il avait réclamé un meneur, ils l'ont mis un meneur. Et... Ouais, après, le truc aussi, c'est que, tu vois, genre Booker, il a toujours dit, mais c'est parce que j'ai pas de meneur. Là, on lui a mis un vrai meneur. Ils sont premiers, donc dans un sens, tu vois, il a un peu tenu ses promesses. Mais pour revenir vite fait sur Chris Paul, mais il y a aussi le storytelling, tu vois, genre Chris Paul MVP, genre est-ce que ça va séduire plus de monde qu'un gars comme Stephen Curry qui maintient quand même, genre les Warriors, ils ont un bilan quasi équilibré, c'est 31-32. Il a fait un mois, là, il vient sur un mois, il a fait un mois de ouf, malade, non, mais c'est clair, c'est extraordinaire. Jokic MVP, c'est, je crois que ça devrait être le mec drafté le plus bas qui deviendrait MVP le premier, tu vois. Joel Embiid, ça a été beaucoup de talk et le cry meme après la défaite contre Toronto. Tu vois, genre le gars, il revient après ça, il prend l'MVP. Il y a une histoire aussi, tu vois. Genre le public aime bien Joel Embiid parce que c'est une grande gueule. Tu mets Chris Paul, lui, il a plus l'image de la tête de con qui va foutre la merde un petit peu. Tu vois, les gens vont préférer un mec clean comme Curry qu'un gars comme Chris Paul qui est un peu considéré comme dirty. Ouais, ok, non, c'est clair, bien expliqué comme ça, effectivement. On va passer, du coup, comment on va en faire? On va passer sur le Rookie of the Year. Moi, je pense que c'est un award assez straightforward, franchement, quand on regarde la performance de la saison. Vas-y, Zaf, c'est qui ton rookie de l'année, en fait? J'irai avec Lamelo. Mais malgré sa blessure, mais c'est vrai qu'il a été au-dessus de là où moi je l'attendais, en tout cas. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi bon en première saison de la NBA. Mais avec un petit bémol pour ma part, c'est qu'en général, j'aime pas trop donner le trophée de Rookie of the Year à des gens qui ont déjà joué dans des ligues professionnelles, tu vois. Ok, ouais, d'accord, parce que pour toi… Parce qu'en fait, c'est pas des vrais rookies, en fait. Tu vois, tu passes quand même d'un schéma où tu as déjà été dans un milieu professionnel avec accès à des facilities et un entraînement professionnel. Tu arrives dans une ligue, tu es censé être freshman, tu vois. Et en fait, non, tu n'as pas eu la même chance que les autres, en fait. C'est pas comparer la même chose. Je vois ton take. Et c'est Marine, pour toi, c'est qui le rookie de l'année? Lamelo Ball, même sans la blessure. Pareil. Avant et je pense que tu vois, pour rebondir vite fait sur il a eu un truc professionnel, mais ça compense parce que il y a son père, tu vois. Genre ça équilibre, tu vois, genre t'as un avantage, un défaut, tu vois, genre ça équilibre le truc. C'est clair. Parce que pareil, Lamelo Ball, je l'attendais pas aussi fort. Je l'attendais pas aussi fort. Et j'attendais surtout à le voir plus déconcentré que ça, on va dire, tu vois. Quand tu le regardes jouer, il a le sourire, il est dedans, franchement, il kiffe sa vie. Et je ne m'attendais pas à le voir autant épanoui, on va dire, et autant concentré sur le professionnel. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs, rien que voir il joue à la position seulement la plus difficile en NBA qui est meneur. C'est un meneur rookie, c'est pas évident. Et puis de voir que son équipe, là, les Charlotte Hornets, là, ils sont en position pour faire les playoffs alors qu'on ne les attendait pas là.
ils attendent justement, ils ont besoin de lui là. C'est comme s'ils sont comme please, on attend qu'il va revenir. Je sais pas s'il est déjà revenu d'ailleurs, mais il est en passe. Si c'est pas le cas, il est en passe de revenir pour jouer justement pour le play-in tournament. Donc rien à voir que quand tu as une équipe de playoff qui a besoin de son meneur rookie, pour moi ça en dit long sur sa performance. Et rebondir quand même sur ce que Marine disait sur le fait qu'il a survécu à la hype et la pression là, parce que il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, autour de sa draft, là, il y avait beaucoup de critiques. Hein. On se disait, ce gars-là, oh my God, est-ce qu'il est juste flashy? On voit des vidéos de lui depuis tout jeune qui montre des trucs et tout. Tu te dis, mais il a montré que non, il performe, he's a baller, il aime jouer. Et c'est quelqu'un avec qui tu as envie de jouer. Je me demande même, est-ce que c'est pas même lui le meilleur des balls au final? Ça, on verra pour la suite. Après, Lonzo, je pense qu'il a été détruit par l'avare, clairement. Il a été détruit par son père et son père qui dit, je veux qu'il soit aux Lakers, tout ça. Lakers, son truc de Big Baller Brand avec les chaussures, rappelez-vous. Tu sais, Lamelo, lui, il a juste signé avec Puma direct, il a fini avec ça, tu vois. Mais parce que, en fait, Lonzo, ça a été le crash test, tu vois. C'est-à-dire que l'avare, il a pris Lonzo, il a dit, c'est avec toi qu'on va voir si ça passe ou ça casse. Il a fait toute sa com, il était là au match, il y a eu des problèmes, ceci, cela. Et tu vois que Lonzo, contrairement, je pense que Lamelo, c'est un gars qui est plus extravagant et plus dur, tu vois. Là où Lonzo, il est beaucoup plus réservé, tu vois qu'il est beaucoup plus dans son cocon, tout ça. Faut pas trop l'embêter, il aime bien être tu, il aime pas les embrouilles. Et en fait, le problème, c'est que ça a été lui le crash test et c'est lui qui devait être. Je pense que si Lamelo avait été la tête d'affiche, genre le premier, ça serait peut-être passé différemment parce que Lamelo, je pense qu'il a plus de résistance à la pression. Ah, je vois, waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je pense que Lonzo en deuxième, peut-être qu'il aurait un peu plus explosé. Est-ce que c'est pas l'expérience justement qu'il a eu en Australie et voilà, ça peut... peut-être, oui, tu as raison, tu vois, le fait d'avoir été déjà un peu pro. Parce qu'avant, il avait des ennuis, il n'était pas non plus hyper stable, Lamelo. Mais après, il arrive en Australie, les gens ont voulu le bouger, il a été en Lituanie. En Lituanie avant. Il y a eu des problèmes aussi avec le père parce qu'il y avait ceci, cela. Donc Lamelo, il a toujours été dans ce contexte de il y a des soucis autour de moi, c'est pas grave, je m'en écarte. Il se concentre sur le jeu. Ouais, non, c'est clair. Ok, super, nickel, merci sur ça. Et vas-y, Isa. Si je peux donner 2 mentions honorables. Quand même, ouais. Donc il y a Anthony Edwards. Ouais, le dunker fou, là. Franchement, lui, c'est les posters. Hein. Et bon potentiel. Ouais. Et puis, il y a un joueur que j'aime bien, c'est Keldon Johnson aux Spurs. Et à mon avis, tu vois, ce gars-là, vu comment il joue et les stats qu'il a fait cette année, tu le mets dans une équipe où il n'est pas dans une équipe collective comme les Spurs ou les Celtics. Tu le mets dans une autre équipe, en individuel, il aurait cartonné, quoi. Sérieux? Wow, ok, ça c'est bon. De toute façon, on va suivre un peu. C'est toujours intéressant de voir. Peut-être que lui, justement, comme tu dis, c'est peut-être un joueur qu'on va retrouver dans d'autres trophées pour la suite. Là, on verra. C'est toujours intéressant de voir l'évolution des gars, en fait. On va passer à un trophée qui, selon moi, est un petit peu plus délicat parce qu'il y a beaucoup de candidats cette année. C'est celui de coach de l'année. Quand tu te parles de coach, pour moi, généralement, pour gagner coach de l'année, c'est pas nécessairement que ton équipe soit première de la ligue, tu vois. C'est vraiment qu'est-ce que tu avais comme équipe l'année dernière, tu es arrivé en position et qu'est-ce que tu as fait pour changer le narratif autour de ton équipe. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats pour ce poste, je trouve, cette année. Je serais curieux de voir un petit peu comment, ce à quoi vous êtes arrivé, par exemple. Alors, Marine, je vais y aller avec toi. Dis-moi, coach de l'année, cite-moi peut-être quelques candidats et où est-ce que toi, tu as tracé ta ligne finalement? Alors, moi, j'ai 3 candidats. J'ai Quinn Snyder, Monty Williams et Steve Nash. Donc, les Jazz, Phoenix Suns et Steve Nash, Brooklyn, les Nets. Alors, j'ai pris Steve Nash dans le top 3. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un coach rookie. Que tu arrives, tu as le blockbuster James Harden. Tu as le Kyrie KD, d'accord? Le K Kyrie à gérer, vas-y, continue. Tu as les KD, Kyrie, les retraites spirituelles, les je disparais, je reviens. La totale, pour vrai. Et au final, il a géré ça parce qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas fait le bruit que ça aurait dû faire. Ouais. Il a réussi à étouffer le truc, il a gardé tout le monde concentré. Brooklyn, ça joue bien. C'est là où on les attend. Ils sont quand même premiers de conf. Ils sont devant les Sixers. En coach rookie, même avec l'effectif que tu as, je trouve ça vraiment bien d'être premier. Parce que je pense que tu mets cet effectif-là à un autre coach rookie, peut-être que ça ne fait pas premier, mais c'est peut-être 3, 4. Tu vois. Ouais, après, tu vois, je vois Zaf qui. Vas-y, je vois Zaf qui était comme pas trop d'accord. Moi, j'avoue que j'ai pas Steve Nash non plus, mais vas-y, continue, Zaf. C'est pas le premier, tu vois. Après, Quinn Snyder, peut-être. Ah, c'est à toi, Zaf. Vas-y. Non, mais toi, ton coach, attends, juste pour savoir. Toi, ton coach, t'es qui au final? Monty Williams. Monty Williams, ok, Monty Williams, c'est ça. Ok, donc d'accord, tu as mis Steve Nash dans la conversation, mais Monty Williams premier. Toi, il est top 3, mais j'ai Monty Williams en premier après ce qui s'est passé hier. Le fait d'être passé devant et d'avoir tout mentalisé. C'est clair. Super, Zaf, vas-y et réagis sur ça.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Monty Williams. Parce que pour la progression qu'il y a eu entre C'est clair. les Suns l'année dernière et cette année. Par contre, je suis pas d'accord avec de mettre Steve Nash vraiment dans la conversation. J'ai l'impression que c'est plus la hype qui veut qu'on mette aujourd'hui Steve Nash, tu vois, qu'il y a un buzz autour de ça. Mais pour moi, Steve Nash, c'est un super joueur, ok, qui a déjà été avec des superstars. C'était lui-même une superstar, c'est lui-même le capitaine de son équipe. Donc, gérer des égos et gérer des joueurs qui sont meilleurs que lui, on va dire, ou autre, et puis il est respecté aussi. Je pense pas que ce soit une grosse difficulté dans ce genre de structure. Et au contraire, justement, d'arriver avec un effectif qui est complètement fait et des joueurs qui ont choisi de jouer ensemble, je dirais c'est pas si difficile que ça à gérer, je pense. Le plus dur, justement, c'est de sortir l'équipe du trou, c'est de surmonter des difficultés. Là, ils n'ont pas encore été dans les difficultés. Alors oui, Kyrie a fait un peu sa diva avec les anniversaires, les trucs comme ça. Mais bon, Kyrie va savoir si c'est pas Harden ou Durant qui lui disent allez, reviens et joue, quoi. Tu vois. Et je suis d'accord avec Zav parce que pour moi, alors au final, juste pour clarifier ce que Zav dit, pour moi, c'est difficile de gagner Coach of the Year si tu as fait ce que tu étais censé faire avec la team que tu avais, c'est-à-dire les attentes versus ce que tu as réussi à faire. Je prends un exemple simple. Comme moi, je voyais par exemple Phil Jackson back in the days, tu avais un effectif de full Lakers, on t'attend au top de l'Ouest. Tu es au top de l'Ouest, bro, that's it. C'est ce que tu es censé faire avec cette team-là. Steve Nash, d'accord, c'est un coach rookie, mais tu peux me dire tout ce que tu veux là. Regarde l'effectif sur le papier de Brooklyn. Ouais. Tu voyais pas Brooklyn dans. Tu attendais à ce que Brooklyn soit dans les meilleures équipes à l'Est. Ils sont dans les meilleures équipes à l'Est. Pour revenir donc du coup sur mon point initial, c'est vraiment quand on voit ta team et ce que tu as réussi à faire avec ta team, c'est là que voilà. Et pour moi, mes candidats, au final, c'était bon, bien sûr Monty Williams des Suns parce qu'on voyait pas les Suns premiers à l'Ouest. C'était, j'avais une petite mention, c'était Thibodeau aux Knicks. Parce que les Knicks, boy, come on, ils ont l'avantage du terrain là au moment où on se parle. Ils sont 4e à l'Est. Je me rappelle encore, j'ai déjà fait plusieurs excuses, j'en fais encore, comment on s'est moqué des Knicks en début de saison. Et regarde-les, tu vois. Et la dernière, quand même, mais juste par rapport pareil, c'est dans le même style. Non, pas Brad Stevens, désolé. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a encore aucun Miami ni Boston dans les récompenses. Non, ma dernière petite mention, c'était pour James Borrego, qui est le coach des Charlotte Hornets. Justement, une équipe qui, voilà, ils se battent pour les playoffs, ils vont faire les playoffs probablement, mais on les voyait pas là, tu vois, on les voyait pas là, on peut dire ce qu'on veut, on les voyait pas là. Et au final, pour moi, c'est Monty Williams qui clairement gagne ici. Alors, non, mais enfin, pour moi, c'est Monty Williams. On va passer aux défenseurs de l'année. Je vous taquinais un peu Zaf et Marine parce qu'il n'y a toujours pas de ni Boston ni Miami. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont vos équipes. Attends, je me rassois et j'arrive. Regarde. Je te prépare. Je me prépare pour mon argumentation. J'ai l'impression de revenir à la fac quand j'ai un dossier à présenter. Donc, défenseur de l'année, allons-y avec. Vas-y, Marine. Marine va nous dire Adebayo. Exactement. Avec Rudy Gobert et Ben Simmons. Ah ouais. Les 3 candidats. Ok. Rudy Gobert, quoi qu'on en dise, il est toujours dans la discussion, mais parce qu'il fait toujours le taf. C'est-à-dire qu'il change les attaques. Ouais, ça fait des années maintenant, il fait ça, on est habitué. Et pour une fois qu'on a un Français qui est aussi important dans une équipe NBA, dans le cadre défensif, moi, automatiquement, pour moi, il est dans la discussion. Enfin, c'est un peu chauvin, tout ça, mais voilà, la fierté. Après, j'ai Adebayo dans le sens où il n'y a pas un poste qu'il ne peut pas défendre. Il peut défendre des postes 1 à 5. Il n'est pas forcément plus grand, mais il a l'intelligence défensive, le placement, tout ça. Et quand tu prends les stats, les différentiels, par exemple, de réussite au shoot, quand ils ne sont pas contre Adebayo et quand ils sont contre Adebayo, il y a des gaps, des fois, qui sont monstrueux. Et il y a Ben Simmons, parce que bon, il a fait la déclaration « Je suis le meilleur défenseur de la ligue », blablabla. Pour moi, ce n'est pas le meilleur, mais il peut être dans la discussion par l'impact qu'il apporte. Et aussi, je pense que la réussite des Sixers, elle passe aussi par lui et par son envie. J'ai pas vu beaucoup de matchs de Philly, mais le peu que j'ai vu, il était toujours là et il est prêt. Ça passe par des petites interceptions pour remettre dans le match, tout ça. Donc, pour lui faire plaisir à Ben Simmons, parce que pour une fois qu'on se moque pas des Sixers aussi, je le mets dans la discussion. Ok, Zaf, merci Marine. Zaf, t'avais qui un peu pour ce titre? Moi, mon numéro 1, c'est Rudy Gobert. Parce qu'au final, on a parlé des Suns, etc., mais les Jazz sont deuxième.
Donc, au final, Rudy Gobert, il contribue énormément au fait que les Jazz, l'année dernière, étaient stables, étaient DPOY. Et cette année aussi, ils sont deuxième. Et il est leader, je crois, en rebond et les deuxièmes en contre. Ouais. Difficile de ne pas lui donner, quoi. Non, c'est clair. Après, tu sais, il y a un truc qui s'appelle, comment il dit ça en anglais, la recency bias, c'est-à-dire, je sais pas comment on dit Ouais, ça. Ouais, mais le fait de. En gros, les gens sont biaisés T'es par biaisé, parce qu'ils voilà. n'aiment pas le Donc, c'est joueur. sûr. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment de dire Gobert, nous, on est en train de dire Gobert aujourd'hui. Mais si hier soir, je pense que vous avez vu le crossover que David Booker lui met avec le shoot à 3 points dans le corner. C'est dur. Mais voilà. C'est une action. C'est une Ben, action. c'est ça que je dis, c'est ça. Quand je dis recency bias, c'est dur parce que moi, j'imagine des clips comme ça qui vont passer. Mais c'est une action. Et puis, être défenseur, c'est ça. C'est d'aller toujours au combat. Des fois, tu vas en manger quelques-uns. Des fois, tu vas te prendre des highlights, mais tu fais le taf. Et pour moi, oui, c'est clairement Rudy Gobert. Il l'a pas déjà gagné. Il a déjà gagné quoi? Une fois, deux fois? Il a déjà gagné. Mais je me demande si c'est Il a pas gagné deux fois. Je deux pense que fois. c'est Il deux a fait fois. back-to-back, je crois. Par contre, Voilà. juste, Gobert, il est deuxième au rebond. C'est Capella qui demande. C'est Capella, ok. Ah oui? Mais Ouais, pourquoi ouais. je dis. Deuxième rencontre. Ok. Et qui est premier rencontre? C'est Turner? Miles Turner? Miles Turner, ouais. Attends, je vais te dire ça. J'ai tout regardé. J'ai tout là. Ok, Turner, vas-y. je crois. Il est deuxième en rebond et en contre, il est deuxième derrière Miles Turner. Ouais. Miles Turner, ouais. Et en fait, pourquoi et tu peux me vérifier s'il avait déjà c'est deux fois. Ouais, donc c'est deux fois qu'il a déjà gagné. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, guys, là encore, on se moque de Rudy, mais il faut commencer à lui donner son crédit parce que si tu commences à être multiples fois All-Star, 3 fois défenseur de l'année, il va être dans la All-NBA team. Hey, là, il commence à mettre un profil de Hall of Famer, là. Tu sais, c'est ça, parce que c'est ça, en fait. Pour moi, il est déjà profil de Hall of Famer, tu vois. Wow, hot take de Zaf. Alors que Rudy Gobert, Hall je of Famer. suis pas un grand fan de Rudy Gobert, mais en tant que joueur, il mériterait déjà 2 fois Defensive Player of the Year. Offensivement, il n'est pas non plus inutile. Il score, il fait des double-doubles et tout. C'est clair. Ouais. Il est toujours là, en fait. C'est juste ça. Il répond présent quand on a besoin de lui et que ce soit des deux côtés du terrain. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un mec qui dissuade. Il fait son taf. Quand tu es sur le côté défensif, tu vas aller prendre ton lay-up alors qu'il y a Rudy Gobert sous le cercle. Non, tu vas essayer de kick-out. Et c'est là où tout le monde se met en place pour défendre. Quand il est sur l'attaque, c'est plus difficile d'aller chercher tes rebonds, tout ça. C'est plus difficile. Il dissuade. Il est premier en pourcentage au tir. Ouais, non, il faut lui donner son crédit. Franchement, là, je pense que plus le temps va passer, plus il faudra lui donner son crédit. On devait finir sur MIP, mais on va passer rapidement dessus. Le MIP, pour moi, il n'y a pas de discussion. C'est Julius Randle, ce qu'il a fait aux Knicks. Il a peut-être même une chance d'être All-NBA. Ce pourquoi je voulais vous emmener plutôt parler du MIP sur la fin, c'est on peut avoir un petit peu de trash talk entre vous deux dans le sens où vos équipes elles sont coude à coude au moment où on enregistre. Boston Celtics 6e, Miami Heat 7e. La 6e place est très importante parce que la 6e place, on n'a pas l'équipe qui est 6e n'a pas à se taper le fameux play-in tournament. Et du coup, éviterait Philadelphie et Brooklyn au premier round. Au final, qu'est-ce que vous pensez comme vos équipes sont au coude à coude, qui finit 6e, qui finit 7e selon vous? Moi, je pense que Boston va finir 6e en toute objectivité. En toute objectivité, avec son maillot des Celtics et le 60 balls qu'il nous a montré. Imagine, on a une équipe quand même qui n'est pas du tout complète. Miami, ils sont au top de la forme de l'équipe. Elle est parfaitement équilibrée à tout et ils sont 7e. Nous, on n'a pas de pivot. On a Tristan Thompson, on a Mo Wagner qui s'est cassé, il est parti, et on a Taco Fall. Et il y a Robert Williams qui vient de revenir de blessure. Donc désolé, limite Brad Stevens, il mériterait une médaille de coacher un truc comme ça, parce qu'au final, on n'a que Tatum qui est une superstar, et Kemba, il est parti. Mais on vous l'a forcé, Tristan Thompson, on vous l'a forcé, vous avez été le chercher, Tristan Thompson. On n'avait pas le choix. Non, vous avez toujours le choix. Surtout, non, écoute, c'est rien que quand tu as Danny en GM, tu as toujours le choix, d'accord? On voulait Klay Thompson. Et il s'est trompé. Vous êtes trompé de Thompson. C'est ça, vous êtes trompé de Thompson. Je pense pas que Daniel, ce soit le style à se tromper, tu vois. Ouais. Après Miami, Marine, et on va finir sur ça, ça me fait du bien de faire un petit peu de tension entre vous deux là. Mais en vrai, que Miami soit 7e, je pense que ton équipe... vous n'avez pas peur du play-in tournament. Tu as un des meilleurs coachs dans le game. On n'a pas parlé de lui, mais bon, pareil. Pas
pas pour récompense, mais c'est un des meilleurs coachs de la ligue, à savoir Spoelstra. Il va faire son game plan. Vous allez être préparé là. Miami n'est pas au risque, n'est pas à risque. Enfin, vous n'avez pas peur d'un affrontement contre Charlotte, par exemple, 7-8 là. On ne sait jamais. Tu sais jamais ce qui puis peut se passer. surtout, on a vu que Spoelstra, c'était un grand coach. Je me rappelle d'une série dernière playoff là. Certains Celtics Heat. Ouais. Je crois que ça s'était bien passé pour Miami. Je crois qu'il y avait eu un bon truc de coaching. Oh là là, le trash, là, c'est bon. Là, on va finir sur ça. C'est toi qui as lancé quelque chose, tu n'arrives pas à le maîtriser. C'est ton problème. Ouais, there you go. Non, regarde. On va pas sur ça. Quand tu as Spoelstra en coach, tu es toujours un peu plus serein que les autres équipes. Parce que tu sais qu'il va sortir le bon truc, il a cette intelligence, il a ce flair. Et non, je pense qu'on peut même passer devant les Celtics. J'ai pas vu le calendrier, donc à voir. Ouais. Mais si Zaf dit qu'on est à 100%, je vais le croire parce que je sais qu'il nous regarde en scred tous les soirs. Donc, non, je regarde pas. Regarde, je me suis mis en vert pour enterrer les Celtics. Oh, bro. Nickel. C'est du vert, mais c'est avec la Ok, merci, guys. Franchement, toujours un plaisir d'échanger avec vous. On va finir sur ça. Avec plaisir. Et puis bon, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Ok, ciao. Quand Miami sera éliminé. On en reparlera.